encourager le progrès, apprécier les limites. Je vais essayer de cadrer un petit peu le sujet à mon tour. Et d'abord, je crois qu'on peut ensemble rendre hommage au progrès, à tous ces progrès médicaux et scientifiques sans lesquels nous ne serions pas là. Nous n'aurions pratiquement aucune chance d'être en vie si, quelques générations auparavant, des savants n'avaient appris à se laver les mains pour accompagner l'accouchement, à nous réparer, à nous soigner et à nous permettre de vivre aujourd'hui. Si on faisait le tas de toutes les augmentations que la médecine a pu nous donner, moi-même avec mes ligaments artificiels, je ne tiendrais pas debout si je ne les avais pas. Et donc attention à cette espèce de fantasme qui serait une sorte de fuite vis-à-vis du progrès. Et pourtant, apprécier les limites. Les limites aussi sont vitales. Un petit exemple, plus la puissance de l'homme s'est développée dans le domaine du nucléaire et plus nous avons découvert qu'il fallait de la sagesse, voire une grande humilité dans l'usage de ce qui pourrait détruire la planète. Il y a donc un paroxysme, plus on progresse et plus sans doute faut-il poser des cadres et des limites. L'exemple type pour le débat bioéthique, c'est l'intelligence artificielle. Par exemple, les bases de données médicales. Vous savez, ces méga bases de données avec très forte puissance de calcul qui nous rendent éventuellement transparents devant un assureur, devant un employeur. C'est la meilleure des choses si des stratégies thérapeutiques peuvent déceler des maladies jusqu'alors incurables. Et donc, grâce à ces méga bases de données médicales, nous allons pouvoir encore progresser. Mais c'est la pire des choses si cela aboutit à des injonctions d'interdiction d'assurance, d'emploi, et si les plus fragiles, finalement, en font les frais, s'il y a une fracture numérique liée à cette transparence médicale. D'où la nécessité de poser des limites. Alors, parmi le système qui pose des limites, eh bien, nous pouvons louer la loi. À quoi sert la loi? Sert-elle au fort? Non, elle sert à poser des limites au désir des forts pour que les faibles n'en fassent pas les frais. Et tout l'enjeu donc d'une loi, c'est au fond de réguler nos désirs. Nous pourrions aussi, après avoir fait la liste de tout ce qui nous a sauvés et ce qui nous a permis de vivre, de tous ces immenses désirs que nous portons et qui sont régulés par la loi, qui nous interdisent de nous entretuer. La première des lois, non écrite puis écrite, l'interdit du meurtre. Et on est conscient dans notre société que cet interdit du meurtre est une limite frustrante à certains égards quand on se met en colère contre tel ou tel de son frère, mais qui nous permet d'être ensemble de manière sécurisée. Le vivre ensemble est posé sur l'interdit du meurtre d'abord, qui nous permet d'avoir le droit à la vie. Et donc, les limites encadrent notre créativité. Ce qui se passe peut-être aujourd'hui, c'est une forme de résonance entre une dérégulation du désir, les désirs qui se font tout-puissants, liés à ce que l'économiste Pierre-Yves Gomez nomme l'individualisme intégral. Les hommes, peut-être de nos sociétés postmodernes, se sentent de plus en plus comme des atomes indépendants, dont les désirs se font tout-puissants. Résonance entre ce désir devenu tout-puissant et puis l'offre technique. L'offre technique qui finit par provoquer une demande. Dans les services d'écoute d'Alliance Vita, on entend beaucoup de personnes qui ont des très grands désirs à entendre, liés à l'infertilité, désir d'enfant, liés au handicap, désir de donner naissance à des enfants en bonne santé. Et puis, de plus en plus, l'offre technique leur permet de répondre à ces désirs au prix de transgression. Or, et je ne fais pas exception à ce constat, ayons conscience que la souffrance a souvent tendance à anesthésier nos consciences. Quand je souffre beaucoup, c'est presque à tout prix que je veux échapper à cette souffrance. Et d'où toutes ces offres techniques qui provoquent des demandes qui nous paraissaient abracadabrantesques. À Vita, par exemple, on a eu une femme ménopausée qui voulait absolument un enfant, elle n'avait pas de compagnon. Je vous assure qu'on l'a écoutée avec beaucoup de respect. Elle revenait d'Espagne où elle a eu un double don, ovocyte plus spermatozoïde. Elle est revenue donc enceinte d'un don de gamètes espagnols. Et elle nous a téléphoné parce qu'elle était très angoissée. Elle se disait finalement, et nous n'avons pas ri. Je vous suggère de ne pas rire. Elle a dit, j'ai découvert que ça serait un Espagnol et moi je n'aime pas les Espagnols. Et nous avons écouté cette souffrance, cette peine, et essayé d'accompagner cette femme qui s'était laissée embarquer dans la proposition technique qu'un médecin français avait dû lui faire, en disant, il n'y a qu'en Espagne qu'on peut répondre à ce grand désir d'enfant que vous avez. Voyez, vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui de la naissance d'un enfant qui est né 4 ans après la mort de ses parents, par accident de la circulation.
Les 4 grands-parents chinois ont obtenu l'implantation dans une mère porteuse des embryons congelés que les parents, avant de mourir, sans le savoir, d'un accident de la circulation, avaient fait congeler pour une question d'infertilité. Voyez, donc tout devient comme possible. Et des médecins proposent une FIV à 3 parents, c'est arrivé au Mexique, c'est-à-dire de transgresser la parité originelle homme-femme dans l'engendrement parce qu'il y a des maladies mitochondriales, c'est-à-dire qui sont transmises par le cytoplasme de l'ovocyte. Et donc un savant d'origine chinoise, intervenant à New York, allant au Mexique parce que ce serait égal aux États-Unis, eh bien, a prélevé l'ovocyte d'une donneuse, a mis le noyau de la demandeuse à l'intérieur et a fait naître le premier bébé à 3 parents génétiques, transgressant le principe de la parité homme-femme dans l'engendrement dont nous avons jusqu'alors tous bénéficié. Voyez, résonance entre la technique et le désir. Et cet interdit de tuer qui nous maintient ensemble, que devient-il lorsqu'il y a l'embryon humain? Nous demandons à la science de nous dire qui il est. La science nous dit que c'est un être humain. Mais nos cœurs ont du mal à concevoir qu'il le soit, sans visage et sans voix. D'où la surproduction embryonnaire très très grande en France, 280 000 embryons conçus par fécondation in vitro pour quelques 15 000 naissances. D'où le stockage en France de 220 000 embryons congelés. Et après, quand par exemple un homme meurt, eh bien sa compagne peut souhaiter donner naissance parce qu'il y a du sperme congelé du compagnon ou parce qu'il y a même un embryon congelé à un enfant qui naîtra ou qui sera conçu si c'est le sperme de ce compagnon qui a été congelé, qui aurait été conçu finalement après la mort de son propre père. Vous voyez, les désirs comme ça. Quand on a un deuil, certains d'entre nous en avons eu des très douloureux, eh bien à un moment donné, le deuil conjugal fait qu'on abandonne le projet d'avoir un enfant avec celui qui est mort. Eh bien la technique propose autre chose et donc le désir prend le dessus. J'espère que je ne parle pas trop vite. Combien j'ai de minutes encore? Je vérifie pour voir si je saute quelque chose. Vous me faites un petit signe, hein. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, dans le cadre des lois bioéthiques, c'est au fond le risque de basculement vers un nouveau paradigme. Non plus seulement répondre, dans le cadre de la procréation médicalement assistée, aux souffrances de couples infertiles, au prix, je dois le dire, de certaines transgressions, mais au moins en régulant par le constat d'une infertilité médicale, au moins suspectée, l'offre d'aide médicale à la procréation, mais on est en train de risquer de franchir une nouvelle digue en offrant ce service à des personnes qui n'ont pas de souffrance médicale. Et là, on le verra peut-être tout à l'heure avec d'autres intervenants, c'est un basculement, c'est un nouveau paradigme. Alors, quelle est-ce que la sagesse nous apprend? Alors, j'aime bien, dans le chapitre 6 de La charité dans la vérité, les formules que le pape Benoît XVI exprime pour nous dire que désormais, je le cite, la question sociale est radicalement devenue anthropologique. Son successeur dit dans Laudato Si, il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Autrement dit, derrière la question des limites, il y a qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Est-ce que nous acceptons les dures limites et les joyeuses limites? J'aime beaucoup la formule que vous avez choisie, apprécier les limites de notre condition humaine. Un corps sexué, le temps compté, la mort inéluctable. 3 limites. Hannah Arendt disait la mortalité est le cachet de l'humanité. Cette limite qui nous pousse aussi à aller vers cet absolu vers lequel on tend. Et puis, avec le courant pour une écologie humaine, et moi j'ai essayé de théoriser en me disant quels sont les murs porteurs de l'anthropologie qu'il faut défendre désormais. J'en vois 3 également. La maternité corporelle, le fait de séjourner longuement dans le corps d'une femme pour en naître. Désormais, vous le savez, avec l'utérus artificiel, qu'on appelle aussi ectogénèse ou matrice artificielle, certains imaginent, et j'ai été confronté ici ou là à la télévision ou ailleurs, imaginent qu'on va enfin débarrasser la femme de l'enfantement et de la grossesse. C'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises. CF, le livre de Henri Atlan, l'utérus artificiel. Donc, conserver parmi les droits de l'homme le droit de naître et de séjourner longuement dans le corps d'une femme. Deuxième mur porteur, la parité homme-femme dans l'engendrement. Le fait de naître d'un homme et d'une femme. Si je paraphrase un ancien Premier ministre, Lionel Jospin, l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Et effacer cette limite, c'est aussi déshumaniser notre société. Et puis la troisième, qui est encore plus peut-être compliquée à vivre et qui n'est pas sans accident, cet écosystème familial. Protéger l'écosystème familial, ce lieu où durablement dont l'enfant a durablement besoin pour se déployer, se développer. Face à ces limites,
se développe une sorte de complexe prométhéen auquel nous participons dans notre propre individualisme. Moi, le premier, nous voudrions y échapper. Et René Girard, qui parlait de bouc émissaire, vous savez, il a théorisé cette théorie du bouc émissaire, comme si les sociétés désignaient en leur sein systématiquement des personnes susceptibles d'être responsables de tous les maux pour les éliminer dans une violence mimétique. Eh bien, qui est le bouc émissaire du fantasme de toute puissance qui est en train d'animer l'humanité? L'homme lui-même. L'homme, son corps sexué, son temps compté, sa mort inéluctable. Comme s'il fallait échapper à l'humanité, échapper aux limites de l'humanité pour conquérir un statut divin. Et à l'inverse, ce que nous proposons en mettant le plus faible et le plus fragile au cœur de la société et en régulant nos désirs à l'aune des droits universels de la personne, ce que nous voulons, c'est étendre le domaine de la charité, de l'amour, dans le temps et dans l'espace. Puisque désormais, on est capable de créer un bébé OGM, il a été conçu en Chine sans encore être né, les embryons modifiés génétiquement par la technique que vous connaissez sans doute du CRISPR-Cas9, un ciseau génétique une sorte de copier-coller sur l'ADN. Désormais, l'homme est capable, en touchant son tout premier commencement, de modifier sa nature même. Là, la sagesse s'impose. Est-ce que nous pouvons pour les générations futures, est-ce que nous pouvons pour les hommes de l'autre bout de la planète, car effectivement, vous l'avez rappelé, tout est lié, nous donner des limites qui nous permettent d'avancer dans le progrès sans qu'il devienne une régression pour la personne humaine. Voilà tout l'enjeu. Je vous remercie. Nous donnons la parole maintenant au docteur Couraud. Bonsoir à tous. Je suis Anne-Claire Couraud, médecin en unité de soins palliatifs à Puteaux, un service hospitalier très spécial, accueillant exclusivement des personnes atteintes d'une maladie incurable. La majorité étant dans leurs derniers jours de vie, certaines venant temporairement pour mieux prendre en charge leurs symptômes. Les patients et leurs familles arrivent souvent angoissés de la fin de vie qui approche, épuisés suite à des mois, voire des années à lutter contre la maladie dans le milieu parfois hostile qu'est l'hôpital, et ils appréhendent. Le transfert en USP se fait à la suite de l'aggravation de la maladie, ce qui constitue un ultime choc. Dès l'arrivée, ils sont pourtant surpris par un service coloré, avec un grand salon confortable et verdoyant, des plateaux repas présentés dans des verrines et non en barquettes. Prenant le temps nécessaire, nous commençons par un entretien pour faire connaissance, comprendre ce qui leur tient à cœur et expliquer notre rôle. Cela peut passer par la détente d'un massage ou d'un bain thérapeutique, par l'enchantement d'un air de violoncelle, sans oublier l'atelier pâtisserie hebdomadaire pour la convivialité et le bon goût des gâteaux maison. En quelques jours, nous voyons patients et familles se détendre et retrouver le sourire. En débutant mes médecines, je ne m'imaginais pas que mon métier prenne une tournure presque politique. Et pourtant, depuis 2 ans, je suis membre du conseil d'administration de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Nous y réfléchissons à comment promouvoir les soins palliatifs, faire changer le regard de la société sur la fin de vie et informer politiques et citoyens sur les vrais enjeux. Dans ce cadre, j'ai monté un groupe pour expliquer le cycle de la vie et donc la fin de vie dans les écoles. Les enfants aussi sont concernés. J'ai découvert l'approche palliative de la médecine au hasard d'un stage de cancérologie en Écosse. Passé la peur du mot palliatif, s'est ouvert à moi une vision de la médecine qui englobe l'homme et non ses organes. Une médecine qui accepte ses limites avec humilité. Une médecine où le mourant est avant tout en vie. Une médecine qui pousse à une vraie rencontre, loin de la médecine ultra-technique et parfois déshumanisante. Depuis 100 ans, notre science médicale a fait des progrès inimaginables à l'époque. Découverte des antibiotiques, de l'imagerie médicale, de la chirurgie, de la réanimation. Tout cela a permis de faire passer des maladies autrefois mortelles dans le champ du curable. Et par chance, ces progrès immenses continuent. Mais en repoussant les limites de la nature et de la mort, ils peuvent laisser croire à certains médecins en leur toute-puissance. Puis,
confrontée à l'épidémie du sida et à des situations complexes, nouvelles, créées par la réanimation, comme les celles de Vincent Lambert, la médecine a dû évoluer. Aujourd'hui se dessine une nouvelle forme de progrès, celle des relations humaines, celle de la prise en charge des symptômes et de la reconnaissance de certaines limites. La limite, frontière parfois ténue, au-delà de laquelle on bascule dans l'obstination déraisonnable, aussi appelée acharnement thérapeutique. J'entends par là la poursuite de soins disproportionnés et lourds, sans autre objectif que de prolonger la fin de vie et sans espoir de récupération. Il faut parfois savoir laisser mourir un patient. La médecine n'est pas une science exacte et une part d'incertitude demeurera toujours. Confrontés à la peur de la mort ou des conditions de leur fin de vie, confrontés aussi à ces histoires terribles relayées par les médias, tels Vincent Imbert, Chantal Sébir ou Vincent Lambert, confrontés à des souffrances non soulagées au cours de leur maladie, certaines personnes en viennent à penser qu'une aide active à mourir serait la meilleure solution. Les demandes d'euthanasie ou de suicide assisté relèvent de deux ordres. Soit elles émanent d'un milieu militant, cultivé, intellectuel et souvent aisé, pour qui c'est un principe que de contrôler sa mort. Soit c'est une demande d'un patient qui souffre, et cette souffrance, il faut la soulager à tout prix, afin de la rendre au moins supportable. Par euthanasie, on entend l'administration d'un produit létal à un patient, en général à sa demande, et dans le but d'accélérer son décès. Elle est légalisée en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et au Canada. Le suicide assisté consiste à mettre à disposition d'un patient un produit létal, mais qu'il devra s'administrer lui-même. Elle est légalisée en Suisse et dans 5 États américains, dont l'Oregon. Il est souvent sorti du contexte médical et géré par la société, qui est représentée par des associations. Récemment, dans le service où je travaille, à 3 patients qui demandaient à être euthanasiés, nous avons clairement opposé une limite et refusé d'accéder à leur demande. La discussion a été musclée, difficile, surprenante. Et bien entendu, nous leur avons proposé une alternative, celle des soins palliatifs, et d'essayer de leur faire retrouver un sens autant qu'il leur reste, de mieux les soulager. Chaque membre de l'équipe y a mis du sien, et en multidisciplinarité, que ce soit la psychologue aux aides-soignantes, de l'ASH aux médecins, en passant par le kiné, les infirmiers, les art-thérapeutes, les bénévoles. Cela nous a demandé du temps et de l'énergie. Mais la réaction de ces patients a été aussi paradoxale qu'humaine. Le premier patient, Monsieur A, nous avait été adressé dans un contexte de souffrance existentielle majeure. Il s'était replié sur lui-même. Ne voyant plus aucun sens à sa vie et gravement malade, il demandait à être euthanasié. Suite à notre refus, il a d'abord exprimé sa colère, sa souffrance, sa douleur. Puis, quelques jours après, petit à petit, il s'est apaisé. Et plusieurs jours après, il nous a lancé. Je croyais que c'était la meilleure solution pour moi, mais je vais devoir trouver une autre solution pour continuer à vivre. Il s'est réinvesti dans la relation avec sa famille proche et a demandé une permission pour pouvoir déjeuner chez lui un week-end. Il nous a dit retrouver goût aux choses simples, comme aller prendre l'air sur la terrasse, déguster des bons petits plats, au point que ses proches nous disent ne plus le reconnaître. Et après 6 semaines de bonnes choses et de moments plus difficiles, comme il disait, il est mort paisiblement. La deuxième patiente, dans ce cas, c'était Madame D. Elle était venue l'été précédent pour essayer de mieux équilibrer des douleurs. Puis elle était revenue nous voir, nous avait rappelé, en nous demandant instamment à ce qu'on organise sa fin de vie. Elle a été enfin réhospitalisée à Noël et demandait alors à être euthanasiée au plus vite, comme elle disait, du fait d'un épuisement psychique et d'une grande augmentation des douleurs. Nous avons opposé un refus clair. Elle a réagi très violemment. Le lendemain, elle est revenue s'excuser,
puis a enchaîné en disant « Bon, alors dans ce cas, il va falloir que je tienne jusqu'au retour de mon fils, dans 1 mois. » Prémonitoire ou non, elle est morte le jour du retour de son fils qui était en mission à l'étranger. Le 3e patient dont je voulais vous parler ce soir, c'est Monsieur S. Il est adhérent à la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, tout comme sa famille et ses amis. Il est venu pour un premier séjour de répit pour sa famille, au cours duquel il n'a pas évoqué d'euthanasie. Puis quelques mois plus tard, il revient avec une telle demande, très réfléchie, très mûrie, en expliquant mal vivre sa dépendance nouvelle et craindre une asphyxie possible dans sa maladie. Lui ayant expliqué que nous ne ferions rien pour accélérer son décès, nous passons 3 semaines à prendre le plus grand soin de lui. Et s'il parle encore d'euthanasie, il manifeste pour autant beaucoup de plaisir. Il se réinvestit dans les relations. Il nous a finalement demandé à organiser un retour à domicile, en augmentant les aides. Il persiste une pression de l'entourage sur sa femme, qui disent « Tu ne peux pas le laisser comme ça ?» Il est cependant rentré à domicile il y a 2 mois maintenant, et son épouse, initialement convaincue qu'il fallait à tout prix accéder à sa demande, revient nous voir régulièrement et nous dit simplement « Il va bien ». Comment aurions-nous pu leur laisser l'opportunité de construire un nouveau projet pour le temps qu'il leur restait, si l'euthanasie était légalisée et reconnue comme un droit? Tout comme actuellement, la loi ne contente pas tout le monde et ne répond pas à tous les cas de figure. Une quelconque évolution laissera toujours des situations complexes sans réponse idéale. La légalisation d'une aide active à mourir n'encadre pas, elle repousse la transgression. Et elle fait entrer dans le champ du normal le fait de tuer. Ainsi, en Belgique, l'interprétation de la loi concernant l'euthanasie a évolué tous les ans de manière toujours plus extensive. Cela concerne aujourd'hui des patients mineurs, âgés et fatigués de vivre, ou simplement atteints de maladies psychiatriques. La commission d'évaluation, composée essentiellement de membres qui y sont favorables, tait toute dérive pour ne pas faire de vagues. Et quid aussi des patients qui tentent de se suicider? Va-t-on continuer à réanimer ceux-là tout en aidant les autres à mourir? Certaines situations, heureusement rares et toujours complexes, amènent à se poser la question d'une sédation. Enfin, je dirais plutôt des sédations. Entre sédation temporaire pour symptômes réfractaires, sédation la nuit pour dormir, sédation urgente en cas de détresse comme c'est le cas d'une asphyxie, et la toute nouvelle sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, il y a tout un monde. L'objectif commun, cependant, est d'endormir un patient pour ne pas le laisser souffrir. Quelle différence alors avec faire mourir? C'est l'intentionnalité qui fait la différence. On peut endormir un patient au risque de le faire mourir et dans le but de le soulager, et surtout avec une réversibilité possible, ou endormir un patient pour accélérer le décès et libérer un lit. Je voulais aussi souligner que l'immense majorité de patients n'auront jamais besoin de sédation et n'évoqueront jamais une demande d'euthanasie. La plupart demandent avant tout à vivre et à bien vivre, à profiter de chaque instant et des petits bonheurs du quotidien, à trouver le sens de leur vie et de leur maladie, à être soulagés, car oui, ce n'est pas facile de mourir. Certains disent « Je n'en peux plus, je vais mourir, ça ne peut plus durer », ou encore « Faites-moi la piqûre ». Ils expriment par là un besoin d'être entendus, écoutés, soutenus, le sentiment que leur mort approche, leur angoisse parfois. L'accompagnement est alors essentiel. Et ces demandes-là cèdent facilement quand elles ont été comprises et soignées. En 1 an dans notre service, sur 245 séjours et 180 décès, nous comptons peut-être 5 voire 6 demandes d'euthanasie persistantes, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, et peut-être 10 à 12 sédations de manière plus large. Ce qui prend le devant de la scène médiatique aujourd'hui représente en fait une minorité, complexe, certes,
mais une minorité des situations de fin de vie. La fin de vie est encore la vie, avec ses ambivalences, ses changements d'avis, ses désirs de vie, ses phases de découragement et d'angoisse. À nous de dessiner ensemble un projet qui puisse avoir le plus grand sens pour le patient et pour ses proches. À la société de réfléchir à ce qu'on propose à nos personnes âgées, handicapées, affaiblies ou malades. À chacun de faire évoluer le regard porté sur le mourant. Parlons-nous de la fin de vie ou de la fin d'une vie? En USP, nos patients sont bien vivants et demandent à être réhumanisés par une attention vraie et un regard de compassion. Si la demande d'euthanasie est un appel au secours, quelle réponse voulons-nous lui offrir? Enfoncer la tête dans l'eau de la personne en train de se noyer ou lui tendre la main pour l'aider à remonter sur la berge? Je vous remercie. Je laisse, pour finir cette deuxième partie, la parole au Père Brice de Malherbe. Merci, Monsieur l'abbé. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Nous avons déjà écouté deux exposés très denses. Nous connaissons tous l'engagement de Tugdual d'Herville et de l'Alliance Vita depuis de nombreuses années, animé par une charité, un respect de chacun. C'est une manière concrète d'agir et derrière les mots du docteur Anne-Claire Coureau, ce dévouement remarquable de tant de professionnels de la santé pour tous les patients potentiels que nous sommes, et notamment quand nous arrivons à la fin de notre vie. Pour ma part, je vais revenir à des considérations plus générales et au fond, avec l'intention modeste, dans les quelques minutes de mon intervention, d'essayer de comprendre ce qui se passe et comment nous pouvons être acteurs de ce qui se passe. Permettez-moi de commencer avec la question par laquelle le professeur Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique, a ouvert ses états généraux de la bioéthique le 18 janvier dernier. Quel monde voulons-nous pour demain? Une question qui a sa pertinence dans la mesure où chacun de nous peut être précisément un acteur dans la manière dont nous vivrons demain. Mais une question qui ouvre à diverses interprétations. S'agit-il en effet, pour notre communauté citoyenne, de, par exemple, façonner à la mesure de nos désirs, comme le suggérait Tugdual tout à l'heure, en tout cas de façonner à la mesure de désirs de certains, le futur immédiat, puisque nous nous intéressons beaucoup dans cette civilisation nomade, nous nous intéressons au tout de suite. Ou s'agit-il plutôt de transmettre un monde pensé, là encore Tugdual nous a ouvert la piste, selon une certaine vision de la personne, transmettre aux générations futures un monde selon une certaine vision de la personne. Oui, la question anthropologique, la question de la vision de la personne que nous portons est fondamentale pour guider les choix éthiques. Or, et c'est ainsi que j'exprime un peu la thèse de ce que je vais essayer de déployer, depuis les années 1970, la bioéthique, qui a voulu remplacer l'éthique médicale, a conduit à une fragilisation du respect de la personne humaine. Si bien qu'aujourd'hui, le risque est grand, et à mon avis, c'est là l'enjeu fondamental de cette année de révision de loi de bioéthique et d'états généraux de la bioéthique. L'enjeu, c'est est-ce que la personne humaine va être soumise à la logique de la bioéconomie.
après le passage de l'éthique à la bioéthique, de la bioéthique à la bioéconomie. Et face à cela, oui, il convient de résister à cette logique, de savoir respecter en effet des limites pour garder les applications des développements technologiques au service de l'épanouissement de toute personne humaine dans des sociétés solidaires. Pendant des siècles donc, s'est développée l'éthique médicale, accompagnant une médecine puis une chirurgie qui espérait guérir parfois et soigner toujours. Une éthique nourrie de la tradition hippocratique, relue par le christianisme, centrée sur la relation médecin-malade, mettant en avant les nécessaires compétences et vertus des médecins, peut-être sans doute insistant trop sur le rôle du médecin et pas assez sur le rôle des patients, mais en tout cas dans un respect, dans un très grand consensus, je dirais, entre ceux, comme on dit, qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, respect de la sacralité de la vie humaine. Une éthique pour laquelle la personne humaine était, dans son unité corporelle et spirituelle, un donné à accueillir. Devant le formidable développement de l'art médical et des technologies, nous en sommes certainement tous bénéficiaires, mais aussi de leur implication sur la société, sur l'environnement, certains ont estimé que cette éthique médicale, riche de plusieurs siècles d'expérience, était désormais obsolète, incapable d'apporter des orientations face aux nouveaux défis. C'est ainsi qu'est née aux États-Unis, dans les années 70, la bioéthique. Dans des sociétés désormais sans référence morale commune, la bioéthique se veut avant tout une éthique du compromis, articulée autour de la promotion de l'autonomie du patient en réaction avec ce qu'il est convenu d'appeler, peut-être dans un généralisme un peu injuste, mais un certain paternalisme médical, autonomie donc du patient, recherche désormais largement possible grâce à ces progrès technologiques et grâce à une meilleure situation économique, la recherche du bien-être, de la qualité de vie, et faisant de plus en plus appel à la régulation juridique. Une bioéthique pour laquelle la personne se définit avant tout par son esprit, le corps étant un simple matériau, une bioéthique pour laquelle l'homme est plus un projet qu'un donné. Grisé par les possibilités techniques, accompagnées de bienfaits indéniables, nos sociétés se sont ainsi engagées dans la consécration du projet parental, justifiant la sélection des enfants à naître et la manipulation de l'embryon humain. Nos sociétés s'interrogent de plus en plus sur l'utilité de rester en vie s'il n'y a plus de projet de vie digne de ce nom, voire nos sociétés sont fascinées par ceux qui promettent de refaçonner la personne humaine par le biais des technologies. Dans notre pays, la législation a essayé de répondre aux besoins de régulation de pratiques touchant la vie humaine, et nous pouvons être heureux que par rapport à d'autres pays, il y ait eu un véritable effort législatif. Mais une législation qui a essayé de suivre deux logiques, une logique compassionnelle et une logique déjà de marché. Un spécialiste de la législation bioéthique, le juriste Jean-René Binet, prenait l'exemple ainsi de la régulation des prélèvements d'organes, dont l'objectif premier est de répondre aux attentes des bénéficiaires potentiels, quitte à s'affranchir du consentement des personnes décédées. Logique compassionnelle donc, mais qui ne va pas sans certaines transgressions éthiques. Par ailleurs,
toujours dans le même exemple, disait Jean-René Binet, les catégories de donneurs sont constamment élargies du cercle familial au cercle amical, des dons simples aux dons croisés. Répondons ainsi à la loi de l'adéquation de l'offre et de la demande, la loi du marché. Voici encore une fois, permettez-moi de le répéter, à mon avis en tout cas, l'enjeu fondamental de ces États généraux de la bioéthique et de la discussion parlementaire qui suivra, alors qu'au nom d'une logique compassionnelle, la valeur de la personne humaine est déjà fragilisée, notamment dans ces moments clés du début et de la fin de la vie, va-t-elle maintenant, cette personne humaine, être livrée sans défense aux appétits du marché? La question me semble pertinente, alors qu'au Canada, un parlementaire a dit qu'il voulait déposer un projet de loi, une proposition de loi, dirions-nous en France, au mois de mai pour autoriser la rémunération substantielle des mères porteuses, alors qu'en Belgique, la ministre de la Santé a déclaré vouloir déposer un projet de loi pour que l'ouverture des stocks de tissus humains dans les hôpitaux soit concédée à l'industrie et entre ainsi dans le cycle commercial, ou encore, alors qu'en France est envisagée l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules ou aux femmes en couple de femmes, alors même que le Comité consultatif national d'éthique pointe le risque d'une commercialisation du don de gamètes. De fait, nous avons été très marqués au Collège des Bernardins par l'intervention de la sociologue canadienne Céline Lafontaine, qui nous alerte ainsi sur la prégnance de la bioéconomie. Je la cite, cette bioéconomie, l'économie dans laquelle ce n'est plus la force de travail qui produit la valeur, mais le corps en tant que pure ressource biologique. Un modèle économique axé sur l'innovation technologique qui repose sur une logique spéculative de financiarisation, ce que l'on peut nommer l'économie de la promesse. Sang, organes, cellules, tissus, gamètes, embryons, le corps humain est désormais la source d'une nouvelle plus-value économique portée par le développement de la médecine régénératrice, de la nanomédecine et de la médecine personnalisée, et par la promesse de combattre les maladies, de prolonger la vie, voire d'améliorer le corps humain. Fin de citation. Laisser prévaloir une telle bioéconomie serait un coût terrible, un coût COUP, ce sera sans doute aussi un coût COUT terrible, mais je veux dire un coût terrible pour le respect de la dignité des personnes. Comme le disait le philosophe Emmanuel Kant en distinguant les choses des personnes, ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix et par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Autrement dit, chaque être humain, chaque personne humaine est unique et ne peut rentrer dans une logique de commercialisation où un objet peut être remplacé par un autre. Et donc, face à cette tendance, face à ce qui se passe, nous avons chacun nos responsabilités. Il appartiendra demain aux parlementaires de puiser dans les ressources de notre droit, et elles existent, notamment la non-disponibilité, la non-patrimonialité du corps humain, mais aussi face aux mégadonnées auxquelles il était fait allusion tout à l'heure, les directives européennes sur la protection des données. Il est heureux que M. Cédric Villani ait fait la promotion de ce règlement européen qui doit être
appliqué en France. Les parlementaires sont en train de le voter. Il est heureux que M. Villani ait reconnu la valeur de cette réglementation qui doit protéger demain chacune de nos données personnelles. Ainsi, aux parlementaires, la responsabilité de préserver, voire de renforcer la protection des personnes face à cette dérive marchande. Quant à nous, aujourd'hui, il appartient à chacun d'entre nous de nous exprimer. C'est encore possible dans les 15 jours qui viennent. Monseigneur Aumenier l'a rappelé, en s'exprimant sur le site des États généraux de la bioéthique ou de participer aux différentes rencontres organisées. Plus largement, il s'agit pour nous aujourd'hui comme demain de résister à l'engouement illusoire de la santé parfaite qui peut aussi nous séduire. Il appartient à chacune de notre famille d'être assez solidaire et lucide pour savoir entourer ceux qui, face à la peur du handicap, sont tentés par l'avortement, ceux qui, confrontés à la souffrance de l'infertilité, sont tentés par l'assistance médicale à la procréation, à savoir aussi sacrifier de son temps pour accompagner jusqu'au bout ceux qui sont en fin de vie. De toute manière, sur les questions touchant la vie humaine, de simples ajustements périodiques sont insuffisants. C'est un changement de mentalité qu'il nous faut travailler. Et je vous rappelle que lundi soir, le président de la République nous a invités, nous chrétiens, nous catholiques notamment, à faire 3 dons. Le don de la sagesse, le don de l'engagement, le don de la liberté. Le président de la République nous a mis devant nos responsabilités, sachant les prendre. Ainsi, ce changement de mentalité, il peut prendre peut-être exemple à ce changement de mentalité qui, petit à petit, fait son chemin. En effet, devant les excès de l'industrialisation, certains ont su provoquer un souci écologique. Devant les excès de la manipulation du vivant, conduisant à la marchandisation des personnes, Benoît XVI et François nous appellent à promouvoir une écologie humaine pour que le progrès technologique soit vraiment au service de l'homme et de la communauté humaine, dans le respect des limites inhérentes à la nature humaine qui nous ont été rappelées tout à l'heure, dans le respect, comme le disait François devant le Parlement européen en 2014, de la dignité transcendante de chacun. Oui, les projets sont bons, les projets technologiques peuvent être bons, s'ils sont fondés sur ce que nous sommes, comme le dit Saint Jean, dignes d'être appelés enfants de Dieu. Merci. Les hôtesses vont passer maintenant dans les rangs pour récupérer vos questions sur papier. Pendant que vous les écrivez, pendant que vous les posez, je vais moi-même commencer à rebondir sur ce que nous avons entendu de nos 3 intervenants. Alors je ne vais pas faire l'avocat du diable ici, ce serait malvenu, mais plutôt partager quelques questions qu'on entend ou sur lesquelles parfois nous-mêmes nous pouvons buter. Et la première question qui me vient à l'esprit est celle-ci, en vous écoutant. Quand on est jeune, on apprend à avoir des grands désirs. Et vous nous parlez de les réguler. On nous dit que c'est fantastique de dépasser nos limites. Et on est tiré, poussé pour ça, en permanence, par nos professeurs, par nos parents, par nos prêtres. Il faut toujours dépasser ces limites. N'avez-vous pas peur que la vision que vous proposez soit assez peu enthousiasmante au fond? Accepter ses limites, réguler son désir. Comment montrer la richesse et l'aspect profondément positif de ce projet de vie? Je pensais à un match de football. Il y a des règles, il y a des limites. On bouscule pas un attaquant sous le nez du gardien, sinon on prend un penalty.
Et c'est vrai que l'enjeu de la vie, je pense, la vie tout court, est un magnifique projet un peu artistique. Il y a un cadre. Et l'artiste a besoin de cadre. Il a besoin d'une technique, de couleurs, de pinceaux ou d'autres choses. Et c'est dans un cadre qu'on déploie sa vie. Sans limite, c'est le chaos. Sans mort même, disent certains philosophes. Je n'aurai pas la compétence d'expliciter. Sans mort, d'une certaine manière, l'éternité devient un enfer ici-bas. La perspective de la mort, la conscience de la mort nous rend fraternels les uns avec les autres, nous pousse au dépassement et à l'absolu. Et il demeure au cœur de tout homme ce désir très profond de bien, de beau, de vrai, d'absolu, de dépassement. L'homme passe infiniment l'homme, disait le grand Pascal. Et ça, c'est irrépressible. Donc effectivement, je pense que ce cadre, ces limites à sans cesse trouvées, c'est cela qui nous permet de créer une société où les plus fragiles demeurent nos maîtres, ce qui est quand même la clé de la civilisation. Oui, simplement pour rajouter peut-être deux choses. D'une part, ça fait des siècles, voire des millénaires que l'humanité connaît des progrès qui ne sont pas seulement des progrès techniques, mais aussi ce que un philosophe suisse appelle le progrès subtil, c'est-à-dire le progrès dans les relations. Prenez par exemple l'avènement de la démocratie, le fait que nous sommes tous beaucoup plus acteurs de la vie politique. C'est un grand progrès. Et aussi, l'histoire nous montre les désastres qu'apporte un pouvoir sans limite. Le désastre des guerres. Nous sommes à 100 ans de la Première Guerre mondiale et, j'allais dire, nous sortons à peine des conséquences de cette Première Guerre mondiale. Le traumatisme que ça a été pour notre continent et sur des générations. Après cela, l'exemple des idéologies, où, là encore, au nom du progrès de l'humanité, on en est arrivé à des désastres. Et alors, il y a ces deux côtés. Et à la fois, et on est en plein dans le sujet que vous nous avez proposé, il faut continuer à encourager les jeunes à rechercher, à suivre un projet, à suivre un désir. Mais les exemples que vous avez donnés sont excellents dans le domaine de l'éducation, notamment des études supérieures. J'ai un neveu qui est en Hippocagne. Je suis effaré du rythme de travail qu'on lui impose. Vous parliez, chers confrères, de notre vénérée profession, si j'ose dire. Combien d'entre nous ne savent pas mettre des limites à leur ministère, pour d'excellentes raisons. Mais voilà, il faut savoir se souvenir, comme disait Benoît XVI, que le Seigneur nous demande de faire ce qu'on peut, de savoir des jours, effectivement, se dépenser un peu plus, mais de se souvenir que ce n'est pas nous qui sauvons le monde, mais le bon Dieu. Et je terminerai peut-être par une dernière chose, qui est cette expérience fondamentale, qui est l'expérience de l'amour. Si le désir n'accepte pas à un moment donné de renoncer à être tout-puissant, pour que ce désir se transforme en amour, alors on court à la catastrophe. Mais positivement, ce désir peut être un formidable moteur de l'amour, pourvu qu'il accepte cette première limite, qui est la limite du cœur, du corps et du visage de l'autre que l'on désire aimer. Je rajouterai un tout petit point de vue sur le plan médical. Mais on a longtemps essayé de repousser les frontières et on essaye encore de repousser les frontières de la mort. Et c'est le rôle de la réanimation. Et si je fais tout de suite un arrêt cardiaque, je serais contente que vous essayiez de me réanimer quand même. Mais parfois, on arrive à des situations, on a des patients, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils vivent en réanimation. Et on a tout fait, ils sont sous respirateur, ils sont sous planche à masser, ils sont sous dialyse, ils sont sous alimentation artificielle,
Ils ont eu 52 lignes d'antibiotiques et il y a un moment où on est quand même renvoyé à une limite. Et là, on n'arrive plus à dépasser celle-là. Et peut-être que justement, la vraie limite, c'est celle-là qui nous impose de se dire on peut peut-être revenir un peu en arrière et arrêter tout ce qu'on a entrepris et qui peut-être semblait ajusté à un moment et sinon on n'aurait pas commencé, mais qui aujourd'hui semble juste trop loin. Vous disiez tout à l'heure, au moins deux d'entre vous, que nous n'avions plus la même anthropologie. Ce consensus éthique qui existait n'existe plus. Comment on peut rendre le dialogue encore possible, le travail en commun encore possible pour trouver les lois justes si on n'a plus cette anthropologie, cette vision commune? Je pense que beaucoup d'entre nous se confrontent à cette difficulté dans le dialogue avec ceux qui nous entourent. On ne parle plus de la même chose, on ne met plus les mêmes réalités derrière les mêmes mots. Comment faire? Je commence. Merci. C'est une question qu'il faut toujours se poser et se reposer. Notre Saint-Père y insiste beaucoup, à la suite, bien sûr, de ce grand événement ecclésial dont nous sommes encore bénéficiaires, pour peu que nous sachions y repuiser, qui est le Concile Vatican II, qui, alors je résume beaucoup, mais notamment a dit, bon, c'est fini la logique de la forteresse assiégée, maintenant on ouvre le dialogue, et ce n'est pas anti-évangélique d'ouvrir le dialogue, puisque le premier à ouvrir le dialogue, c'est Dieu, qui ouvre le dialogue avec l'humanité, et c'était pourtant mal parti, puisque l'humanité a commencé, enfin très vite, à refuser le dialogue. Et il me semble qu'il y a encore des possibilités de dialogue. Effectivement, il y a tout un travail de retrouver ce que j'appellerais un réalisme réfléchi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des purs esprits, nous ne sommes pas que des corps animaux, nous sommes cette énigme, soulignée par saint Augustin comme par Pascal, d'un corps habité par un esprit, de ce corps compénétré par une âme, disait le philosophe Wittgenstein. C'est là ce que nous sommes. Alors certes, il y a tout un travail à faire pour reconquérir ce qui est pourtant, j'allais dire, du bon sens, et qui reste fort heureusement chez beaucoup du bon sens. Mais malgré ça, il me semble que, vous voyez, des thèmes comme la vulnérabilité de la personne, des thèmes comme l'écologie humaine. Nous avons ici un spécialiste de ce thème qui a pris sérieusement au mot l'encouragement de nos saints-pères successifs. Le thème, justement, il me semble, beaucoup peuvent, si on essaye d'éclairer leur conscience, se dire oui, nous ne pouvons pas basculer dans un système marchand où, à travers son corps, la personne humaine devienne l'enjeu de placement financier. Et comme tout placement financier, une fois que ça ne donne plus, on passe à autre chose. Il me semble que là, je le dis, je cite mes sources, notamment parce qu'une certaine Caroline Roux me l'a glissé à l'oreille dans les débats, le thème de la vulnérabilité, de l'écologie, de la non-marchandisation du corps humain touche. Et puis, nous avons, vous savez, des ressources cachées dans l'Évangile. Tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Mais nous rejoignons par là votre question, c'est-à-dire que sans une anthropologie adéquate, effectivement, on va dire, oui, moi je souhaite qu'on mette fin à mes jours, donc je vais le faire pour d'autres. C'est là la pertinence de votre question. Une éthique, effectivement, non centrée sur une anthropologie, et il y a, me semble-t-il, il faut continuer en tout cas de trouver ces voies du dialogue à travers la vulnérabilité, l'écologie humaine, la non-marchandisation du corps, des possibilités encore de dialogue.
Tugdual d'Herville, vous vouliez ajouter? La réponse du Père Brice de Malherbe m'a permis de réfléchir à la mienne. Et je remercie du coup. Je me dis d'abord, il n'est pas certain que les années précédentes et que les siècles précédents aient eu une anthropologie aussi belle que cela, avec l'esclavage, avec les guerres multiples, avec la conquête industrielle qui confondait déjà le bien avec la puissance industrielle qui nous a valu la Première Guerre mondiale, ainsi que l'analyse Jean-Luc Marion, avec toutes sortes de désastres qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et dans son évangile de la vie, Jean-Paul II note tous les progrès de la culture de vie, qui progressent encore. Donc il y a un double mouvement d'humanisation et peut-être de déshumanisation. Ensuite, je ne suis pas sûr moi-même d'avoir une anthropologie adéquate. Et je trouve c'est intéressant de voir en nous ces racines malheureusement non évangélisées de l'individualisme intégral dans nos familles nucléaires qui se protègent, dans nos communautés parfois qui se rabougrissent sur elles-mêmes. Et je trouve ça plutôt consolateur de savoir que le message à annoncer, nous avons à le recevoir plutôt que de nous dessécher de ce qui nous habiterait. Et puis ensuite, toujours Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie relie l'éclipse du sens de Dieu à l'éclipse du sens de l'homme. Et donc, on pourrait dire que l'enjeu de faire connaître à l'homme qui il est, c'est déjà de l'évangélisation. Peut-être de la pré-évangélisation, aurait dit Paul VI. Et alors là, moi, je voudrais aussi citer l'Évangile, la parole peut-être qui pour moi est la plus emblématique de l'universalité de la réponse qui vient d'être donnée déjà par le Père Brice de Malherbe. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Père, je te bénis, Père du ciel et de la terre », donc la Trinité est présente, hein, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Ça, c'est universel. C'est pas spécifiquement chrétien, d'une certaine manière. Tout homme fait un jour ou l'autre, dans sa vie personnelle, l'expérience que celui qui n'est rien à ses propres yeux lui enseigne quelque chose de ce qu'est l'homme. Un détenu visité, un migrant qu'on avait peut-être méprisé, une personne en fin de vie dont on ne voyait plus le sens de la vie. Pour ma part, la rencontre avec des enfants porteurs de handicap. Un jour, nous sommes saisis d'émerveillement. Et ça, c'est universel. Et ce qui s'est passé au Bernardin, c'est ce qui s'est manifesté. Tout de suite, des paroles de vulnérables au premier rang, qui ont donné toute la tonalité de cette réunion. Et là, il y a un message qui est, à mon avis, une source d'évangélisation en réponse à la tentation de toute puissance dans laquelle nous nous situons tous, malheureusement moi le premier. Je dirais juste deux choses. Au final, devant la fin de vie, il y a un moment où on se retrouve tous tout petits. Et c'est pas la vie d'avant qui compte, c'est celle d'aujourd'hui. La vie de chaque personne qui devient toute petite devant la mort et l'immensité de la question qui se pose après. Et je crois que ça dépasse tellement la question de la religion, tellement la question de la culture, tellement la question de la catégorie socio-professionnelle, qu'au final, il y a un moment, on se retrouve presque égaux en fait. Hein. Peut-être que ce qui change le plus, c'est le regard qu'on porte sur cette personne mourante et sur cette personne qui est vraiment malade dans un lit. Une dernière question pour ma part, avant de donner la parole à vos questions. On entend souvent les gens se reprendre d'ailleurs ce que disait Bernanos, mon démon à moi s'appelle « À quoi bon ?» À quoi ça sert tout ça? Faut-il se mobiliser encore? Faut-il espérer? Ou est-ce inévitable qu'on aille de transgression en transgression? Est-ce que la loi du marché est plus forte? Est-ce que les intérêts financiers qui sont derrière sont tellement grands par rapport à ce que nous sommes? Ou est-ce qu'il peut y avoir un stop, un sursaut, un changement de cap? Faut-il témoigner simplement pour témoigner? Ou est-ce qu'il y a une espérance ou un espoir possible dans nos différents domaines? Mais voyez, qu'est-ce qui doit nous animer? Est-ce simplement le devoir de dire ce qui est juste et bon à nos yeux? Ou est-ce que c'est aussi la capacité à vraiment changer le cours des choses? Je pense que, avez-vous noté à quel point les visages des personnes trisomiques ont désormais envahi l'espace public de manière positive? Avez-vous remarqué à quel point ce qui était impossible il y a quelques années est devenu désormais un emblème de la joie dans la vulnérabilité? Il y a des retournements comme ça. Quand on tient sur des années une lampe allumée, un jour, ça s'embrase. Première réponse à la question
de l'abbé Grosjean. Et puis la deuxième, moi je crois qu'il y a une question qui est celle de la France. France, éducatrice des peuples, qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle? Ai-je entendu au Bourget lors de la première visite du pape Jean-Paul II tout jeune en France. Et la France résiste, ça a été dit par le père de Malherbe, la France résiste encore et toujours à l'envahisseur en matière de marchandisation du corps, jusqu'à maintenant. Pas totalement, mais c'est très différent. En Espagne, on vend ses ovocytes et des étudiantes le font et la misère a augmenté cette vente. Il y a des FIV à 3 par an désormais en Grande-Bretagne, en Belgique, etc. Tout autour de nous, il y a beaucoup de dérives que la France résiste. Le Conseil d'État a dit la France n'est pas obligée de se ranger sur le moins-disant éthique en matière de gestation par autrui. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'âme de la France qui se rebelle lorsque la personne est bafouée. Et ça, c'est un atout, je pense, qui nous incite à tenir bon dans le domaine bioéthique pour ne pas basculer effectivement dans une mondialisation utilitariste qui n'appartient pas à notre culture. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Est-ce qu'on a des questions qui sont prêtes? Beaucoup de questions. On va en choisir 2 ou 3. Alors, une première série de questions, Père de Malherbe, sur les dons d'organes. Sur ces dons d'organes, il ne nous viendrait pas à l'idée de refuser une transplantation rénale. Par contre, dès qu'il s'agit de transplantation utérine, qui s'est déjà réalisée à l'étranger, on est beaucoup plus méfiant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, dans ces dons d'organes, finalement, qu'est-ce qui est problème éthique? Officiellement, très officiellement, l'Église catholique s'est prononcée, notamment par le dernier exemple que j'ai en date, c'est Benoît XVI, pour montrer que le don d'organes pouvait être un acte tout à fait de grande charité, hein, au sens très fort de la charité, l'agapé divine. Encore faut-il que ce soit un don. Dans la législation française, depuis 1976, et avec des nuances diverses, le principe est celui du consentement présumé. Cela a été encore renforcé par la loi 2016. C'était quand même un peu inquiétant que celui qui a le plus insisté pour que, selon la loi, même si heureusement les praticiens ont une interprétation souple de la loi, mais selon la loi française aujourd'hui, un médecin peut se présenter devant une famille en deuil et lui dire « Voilà, notre équipe a décidé de prélever tel ou tel organe. On vous en informe, merci, au revoir. » Le même qui a promu cela est celui qui est en pointe aujourd'hui sur l'aide active à mourir. Cela pose grande question. Donc aujourd'hui, la législation française, même si encore une fois la pratique médicale est heureusement différente, ne donne pas vraiment la possibilité pour qu'en tout cas, en considérant les dons sur personnes décédées, cela soit vraiment un don. La seule possibilité, c'est de s'exprimer officiellement en disant « je refuse que l'on prélève mes organes ». Première chose. Deuxième chose, même si c'est, encore une fois, une démarche quand c'était vraiment un don qui est tout à fait louable, cela reste quelque chose de complexe, parce que notre rapport au corps est complexe. Et je ne pense pas qu'on puisse obliger à cette démarche, que ce soit quelqu'un de vivant, que ce soit quelqu'un, une famille en deuil. Je terminerai par cette anecdote. J'étais convié dans une paroisse parisienne à parler sur le don d'organes en même temps qu'un chirurgien. Et je tenais à peu près ce discours. Hein. Oui, le don d'organes, c'est une bonne chose, mais à condition, d'une part, que ce soit vraiment un don, et d'autre part, ça reste toujours complexe. Et une personne de l'assistance a tenu à donner son témoignage, heureux témoignage, disant voilà, ben moi je suis ravi d'avoir donné mon rein, un de mes reins, à mon fils que voici, et tout très bien. Parfait.
Après, en privé, une autre personne est venue me voir en disant, écoutez, moi j'ai une amie qui a été greffée d'un rein, elle n'a tellement pas supporté qu'elle s'est suicidée. Donc la seule chose que je dis, c'est qu'effectivement, le don d'organes peut être une chose excellente, mais d'une part, que la législation aide à ce que ce soit vraiment un don et ne considère pas le corps humain comme tombé dans le domaine public. D'autre part, cela reste. Ne soyons pas iréniques. Une question complexe, des histoires qui peuvent, dans beaucoup de cas, rendons grâce à Dieu, très bien se passer, dans d'autres, beaucoup moins. Plusieurs questions pour le docteur Couraud à propos de sédation profonde et d'euthanasie. Vous avez dit que c'était l'intention qui faisait la différence. Est-ce que c'est pas botter en touche? Finalement, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, n'est-ce pas une euthanasie déguisée? La sédation profonde et continue jusqu'au décès, ça introduit peut-être une confusion dans l'esprit de tout le monde. Parce que ce que les médias en ont relayé, c'est avant tout que si on le demande, on peut l'avoir. En fait, il y a d'autres conditions. Et nous, globalement, Monsieur S, que je vous ai présenté dans le cas, là, qui, il y a 4 mois, est venu nous demander une sédation profonde et continue, on lui a dit, non, vous répondez pas au deuxième critère, il faut le demander, mais en plus, il faut être dans les derniers jours de sa vie, avec un pronostic vital engagé à court terme. Alors après, tout dépend de ce qu'on entend par court terme, mais court terme, dans les débats publics à l'Assemblée nationale, ils entendaient par là quelques heures, quelques jours. On n'entend pas quelques mois, quelques années, quoi. La troisième condition, c'est d'avoir ce qu'on appelle un symptôme réfractaire, c'est-à-dire un symptôme qui soit très gênant pour le patient et qu'on n'arrive pas à soulager autrement. Et ça répond, c'était quelque chose auquel on pouvait déjà répondre par une sédation auparavant. Avant la loi de 2016, on pouvait déjà utiliser la sédation et on le faisait déjà régulièrement. Au critère que, d'une part, le patient avait un symptôme réfractaire, d'autre part, il était vraiment en fin de vie, et troisièmement, on lui demandait s'il voulait être endormi à ce moment-là. Finalement, que ce soit nous qui proposions au patient ou le patient qui nous le demande, ça ne change pas tellement. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça introduit une grande confusion dans la loi et que surtout, il y a des personnes qui s'en saisissent en disant « oui, du coup, on pourrait sédater un peu n'importe qui et n'importe qui le demande ». Tout dépend de l'intégrité qu'on en a, en fait. Voilà. Pour moi, la sédation, c'est vraiment juste une petite chose. C'est saint Thomas d'Aquin, je crois, ou saint Augustin. Saint Thomas d'Aquin qui avait parlé du principe du double effet et qui avait dit on peut faire un acte bon si la visée de l'acte est bonne. Et là, dans le cas de la sédation, c'est avant tout de soulager le patient, un patient qui soit en fin de vie. On peut autoriser éventuellement de se dire il peut y avoir un effet moins bon s'il est proportionné. Et là, l'effet moins bon, c'est de se dire peut-être qu'on accélère un petit peu le décès du patient, mais de toute façon, ce décès, il aurait eu lieu dans les quelques heures. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il vive bien ces dernières heures, peut-être un peu moins longtemps. Et pour autant, on n'a jamais réussi à prouver que ça raccourcissait la durée de vie. Donc ça, c'est important aussi. Une sédation bien faite, ça raccourcit pas forcément la durée de vie. Voilà. Et donc, en tout cas, je trouve ça important de l'avoir en tête. Comment vous réagissez, je rebondis à l'instant parce que c'est l'actualité toute récente, à l'avis du Conseil économique et social qui a rendu cet avis d'ouvrir les soins de fin de vie, ils appellent ça un soin, le fait de proposer une sédation profonde explicitement létale. Pour moi, il faut appeler un chat un chat. Hein. Une sédation profonde explicitement létale, c'est une euthanasie, c'est rien d'autre. C'est juste qu'il faut mettre les bons termes sur les bonnes choses. Ben c'est clair. Une dernière question. Monsieur Derville, vous avez commencé votre propos par un hommage aux techniques et au progrès des techniques. Et en même temps, vous avez dit que la souffrance anesthésie nos consciences. Alors l'un de nous dit que finalement, cette technique produit des délires techniques, des inventions qui sont vraiment très, très marquantes et puis très futuristes, qui exercent chez nous un désir de puissance, de fascination. Du coup, quelle anthropologie pourrait nous aider finalement à retrouver au cœur de ces techniques finalement ce qu'est l'homme, son identité? Et est-ce que l'homme n'a pas, en perdant le sens de Dieu, perdu aussi le sens de l'homme?
Et du coup, comment aussi pouvoir en parler à des non-catholiques? Dans son analyse de la démesure technologique, Benoît XVI parle de la confusion entre le faisable et le bien. Tout ce qui est faisable n'est pas bien. Et je pense que ça renvoie à la sagesse universelle, c'est du Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'enjeu, à chaque fois, c'est de se dire, est-ce que cette technique va protéger, moi j'aime bien cette boussole de l'écologie humaine, tout l'homme, dans toutes ses dimensions, physiques, psychologiques, intellectuelles, spirituelles, tout l'homme et tous les hommes, sans en exclure aucun. Et je pense que quand on agit, vous comme moi, chacun, y compris dans le domaine scientifique, cette boussole, cette règle d'or, nous permet de discriminer entre une folie effectivement scientiste, assez adolescente au fond, c'est-à-dire le no limit, où toute technique, il y a une sorte de technophilie adolescente qui se répand. Voilà, on discerne entre ce qui serait une sorte de folie, de la sagesse. Voilà. La question a été réévoquée effectivement dans la question, la fameuse phrase de Jean-Paul II. Je pense que la réponse est tournons-nous vers l'homme dans toutes ses dimensions. Et là, ça veut dire aussi, et c'est peut-être un point de discrimination, mais sur lequel il y a eu des échanges aussi encore lundi dernier assez forts, c'est est-ce que nous accueillons la raison ouverte à la transcendance pour manifester, c'est la seule condition, la sacralité de la dignité humaine? Ou est-ce que nous fermons notre raison humaine à la transcendance? Et alors, c'est un obscurantisme. Et l'homme fermé à la transcendance devient un loup pour l'homme. Et finalement, je vois deux grands dangers derrière. Et on ne les a pas évoqués encore ce soir. Deux autres limites qui sont terriblement attaquées aujourd'hui. La limite entre l'homme et l'animal, parce qu'à partir du moment où la dignité humaine n'est pas pleinement reconnue, on ne fait plus la différence entre l'homme et l'animal, et la limite entre l'homme et la machine. Et nous devrions peut-être, moi le premier, réfléchir à une théologie de la machine. Est-ce que nos machines, ce sont elles qui nous manipulent, avec les logiciels sophistiqués et magnifiques qui sont à l'intérieur, ou qui les animent, entre guillemets, ou est-ce que c'est nous qui gardons la maîtrise de la machine? Je pense qu'une nouvelle anthropologie face à la technique doit nous faire réfléchir, dès aujourd'hui au fond, est-ce que cette petite machine me rend libre ou malienne? Est-ce qu'elle me relie aux autres ou est-ce qu'elle me coupe des autres? Est-ce qu'elle me rapproche du vrai corps des vraies personnes ou est-ce qu'elle me coupe du vrai corps des vraies personnes jusqu'à me couper de moi-même? Et là, je pense que l'anthropologie peut être renouvelée avec ce regard du fait effectivement de l'explosion des technologies.